Merveilleux. Donc, je pense qu'on peut débuter avec la présentation des conférencières. Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour ce séminaire du Pôle Santé. Je me présente, Denis Schoenberg, je suis directeur du Pôle Santé. Et aujourd'hui, je suis particulièrement heureux d'accueillir nos deux conférencières, étant donné que le sujet de cette conférence me tient particulièrement à cœur. Comme vous le savez peut-être, il y a environ 2 ans, on a mis en place un nouveau centre d'expertise en gestion de l'innovation en santé orienté sur la valeur. Et donc, la question du Value-Based Healthcare est au centre des travaux de ce nouveau centre d'expertise. Et on est très heureux aujourd'hui d'accueillir Karine Lepage, qui est directrice adjointe en cancérologie, donc au CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal, et Eva Villalba, qui est directrice générale de la Coalition Priorité Cancer au Québec et qui est une experte en Value-Based Healthcare. Donc, on est très heureux de voir que ce sujet prend beaucoup de place dans les différents établissements de santé et que un courant sur lequel l'avenir des soins de santé s'appuie à travers le monde. C'est pas un sujet qui est nouveau, mais dont la prise de conscience au Québec prend de plus en plus d'espace dans les directions d'établissement. Et je pense que la conférence d'aujourd'hui va nous donner un exemple précis en matière de cancérologie, plus principalement sur le cancer colorectal. Donc, j'ai bien hâte de vous entendre, mesdames, mais je vous cède la parole sur une bonne conférence à tout le monde. Merci beaucoup, Denis. Voyez-vous mon écran? Ça va? Oui? OK, parfait. Alors, merci tout le monde. Je suis vraiment ravie d'être ici avec vous et avec ma grande complice Karine Lepage pour vous présenter un projet assez unique, assez ambitieux, le premier de son genre au Québec, oui, mais aussi au Canada. Le projet de démonstration des soins de santé axés sur la valeur en cancer colorectal à l'hôpital Juif. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va parler un peu de l'historique, de l'agenda de valeur, des résultats, puis ce qu'on a appris, parce que ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ce projet puisse vous inspirer à penser comment vous aussi, dans vos milieux, vous pouvez appliquer certains concepts des soins de santé axés sur la valeur, ou en anglais, le VBHC, Value-Based Healthcare. Et c'est très d'actualité. Vous allez voir que ça colle beaucoup à tout ce qui se passe aujourd'hui en termes de résilience de nos systèmes de santé, de bien-être de nos professionnels de la santé aussi, de l'utilisation des ressources limitées. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, qui sont très d'actualité. Quand on a commencé ce projet qui était quand même très ambitieux, on avait vu qu'est-ce qui se faisait ailleurs, mais on voulait vraiment démontrer les soins de santé axés sur la valeur dans une trajectoire complexe. Normalement, les projets se font dans des trajectoires simples comme remplacement de tête et cou, désolé, je pensais au cancer de tête et cou, de remplacement de hanche ou de genou, ou des choses très, très simples comme des trajectoires simples en diabète. Mais pour que ça soit vraiment mis à l'échelle dans un système au complet, on devait le démontrer dans une trajectoire complexe comme l'oncologie. Puis d'ailleurs, c'est notre expertise aussi. Donc, on voulait vraiment voir comment on pouvait créer de la valeur en santé en mobilisant tous les acteurs, en co-créant avec les acteurs. Bien sûr, moi, je représente les patients, donc on veut toujours que les patients soient là, mais aussi les professionnels de la santé, les gestionnaires et même les décideurs politiques et publics. On voulait vraiment transformer la cancérologie au Québec pour et avec les patients et avec toutes les parties prenantes. Donc, pour commencer, ce projet-là, c'était vraiment initié par nous à la Coalition Priorité Cancer au Québec. On est un regroupement de plus de 75 organismes sans but lucratif en oncologie qui ont comme mission d'améliorer les politiques publiques en santé pour les personnes touchées par le cancer. Donc, on voyait vraiment que cette approche de soins de santé axée sur la valeur pouvait adresser beaucoup des enjeux, des besoins pour lesquels on militait auprès du gouvernement et du réseau de la santé. C'était vraiment possible parce qu'on a mobilisé et on a mis en œuvre la motivation des gens du terrain. Dans ce cas-là, c'était à l'hôpital Juif, mais vous verrez qu'on a d'autres ambitions là, de l'amener ailleurs, puis ça commence déjà.
Et c'était vraiment rendu possible par la collaboration avec les parties prenantes, dont avec le ministère, avec le programme de cancérologie, avec même d'autres centres de cancérologie qui voulaient être impliqués et d'autres associations de patients aussi. On a commencé avec l'hôpital général juif parce qu'ils étaient prêts. Parce que quand tu commences un grand changement, puis plusieurs d'entre vous, vous êtes probablement déjà dans la gestion du changement, vous savez que c'est toujours plus facile de commencer avec les premiers adhérents, les early adopters, les gens qui sont déjà prêts. Puis à l'hôpital juif, ils avaient déjà une vision qui venait du PDG, Dr. Lawrence Rosenberg, qui avait vraiment une vision axée sur la valeur déjà. Et on avait également des médecins, des cliniciens, des infirmières comme Karine qui étaient prêts à l'idée. Donc, vraiment, quand on avait le top-down and bottom-up, les deux qui étaient prêts à rentrer dans ce projet, bien, ça nous aidait vraiment. Donc, c'était une bonne place pour commencer, pour démontrer la faisabilité de ça. Donc, on avait des champions cliniques, on avait plusieurs éléments, là, des champions internes, et on avait aussi de l'infrastructure technologique qui nous permettait de déjà commencer avec leur centre de commandement, avec vraiment des avancées en termes de données en santé. Ils avaient déjà des projets dans l'expérience des patients, puis on a rajouté les résultats rapportés par les patients, donc les PROMs et les PREMs. Il y avait une culture propice à la mesure, puis ça commence vraiment à faire des petits là, ailleurs aussi. Mais au début, quand on avait commencé ça, il y a déjà 3-4 ans, c'était vraiment quelque chose qui était différent des autres hôpitaux où on aurait pu commencer. Et finalement, ben, ils étaient vraiment reconnus pour avoir une excellence en cancérologie. On a choisi de commencer en cancer colorectal parce ça touche beaucoup de Québécois, de Canadiens. C'est 7500 par année, mais aussi, il y avait un grand volume pour démontrer que cette nouvelle approche pouvait vraiment avoir un impact significatif sur le système. Parce que quand on parle de soins de santé axés sur la valeur, oui, on veut améliorer la vie des patients individuels, mais l'objectif, c'est vraiment de mieux utiliser les ressources du système aussi. Donc, on a besoin d'un grand volume pour ça. Il y avait déjà un standard set qu'on appelle un regroupement de résultats rapportés par les patients proposés internationalement pour standardiser qu'est-ce qu'on mesure pour le cancer colorectal. Donc, c'est pour ça qu'on a commencé avec ça. Je laisserai Karine parler un peu plus du CIRS Centre-Ouest. Merci beaucoup, Eva. Pardon. Pardon, ça crée un petit peu d'écho. Donc, merci beaucoup, Eva. Juste pour vous présenter un petit peu où on est, on se situe au centre-ouest de l'île de Montréal. Donc, c'est l'hôpital général juif. C'est certain qu'on est affilié, on est un réseau avec 5 CHSLD, des CLSC, centres de réadaptation et des ressources intermédiaires qui nous donnaient quand même une opportunité de travailler là, à travers la trajectoire. Et c'est quoi le centre de cancérologie? C'est environ 3000 diagnostics par année, j'ai écrit plus de 110 000 visites par année au centre de cancer Seagull. On donne plus de 14 000 traitements systémiques en oncologie, puis ça, ce n'est pas tous les traitements là, de soutien pour la clientèle oncologique, et 18 000 traitements de radiothérapie par année dans le centre de cancer Seagull. Donc, ça nous donnait quand même une belle opportunité là, de volume de patients. Et pourquoi qu'on a choisi ou on avait un intérêt en cancer colorectal? Si on se situe là, on a débuté nos travaux là, en 2022, 2021, 2022. Donc, juste pour vous montrer l'évolution des nouveaux cas, la ligne jaune-beige, on était dans une situation où on voyait le nombre de diagnostics augmenter en cancer colorectal, puis on était face au fait où on devait réfléchir à travailler autrement pour s'assurer l'accessibilité de ces patients-là au meilleur traitement possible, puis à la meilleure prise en charge possible. Et puis, là, maintenant, on le sait, c'était surtout des stades 1 qu'on diagnostiquait, on le voyait de façon, on le voyait par perception, ce qu'on voyait, les patients qui se présentaient dans nos portes. Par contre, merci Eva de souligner où je parle.
Mais maintenant, avec le registre de cancers locaux, on a vraiment l'opportunité d'avoir toutes les données qui ont été confirmées. Donc, on est heureux là, de voir que c'était principalement des stades 1 de cancer colorectal. Donc, il y avait l'urgence d'agir. Puis là, je vais repasser la parole à Eva pour vous parler un petit peu de ce qu'on a décidé de mettre en place, un peu la philosophie puis le paradigme qu'on a commencé à mettre en place à ce moment-là. Ouais, merci Karine. Alors, bon, si vous êtes ici, c'est parce que vous savez déjà un petit peu sur les soins de santé axés sur la valeur, mais je vais vous rappeler qu'on définit la valeur comme les résultats, une amélioration, idéalement, des résultats de santé des patients relatifs au coût sur toute la trajectoire de soins. Contrairement à ce qu'on a d'habitude où on regarde juste à un moment donné comptable là, et tout en silo, tout fragmenté. C'est vraiment une question de dire comment on améliore les soins de santé, les résultats de santé pour les patients et quelles sont les ressources nécessaires pour y arriver. Donc, comment on optimise ces ressources-là. Donc, pourquoi? Bien, on voulait mieux répondre aux réels besoins des patients et des familles. On voulait mobiliser les équipes alentour d'un objectif commun, qui est la santé globale des patients. Donc, pas juste oui ou non cancer, mais est-ce que je suis capable de retourner au travail? Est-ce que je vais bien? Est-ce que ma santé mentale va bien? Est-ce que j'ai besoin d'être hospitalisé pour d'autres complications? Donc, vraiment, la santé globale. On voulait mobiliser le réseau et les professionnels de la santé parce que c'est plus valorisant quand on a un objectif commun puis on travaille en réelle équipe que quand on travaille tout seul dans son silo. Pour optimiser et mieux gérer les ressources limitées du système, puis on sait que c'est toujours d'actualité, cet enjeu-là, et pour créer un système de santé résilient et durable. Et ça, les données en temps réel nous aident à faire ça. Donc, c'était pourquoi on a commencé avec ça. Donc, on va vous parler de comment on l'a mis en œuvre, c'était quoi nos résultats. La première étape, c'était vraiment d'optimiser la trajectoire. On voulait aussi faire un premier au Québec, au Canada, de créer une unité de pratique intégrée en oncologie. L'Hôpital Juif avait déjà commencé à réfléchir à ça et je sais qu'il y a un excellent guide qui a été publié avec Joanne Côté et Pôle Santé HEC sur les UPI. Donc, je vous invite à le consulter et peut-être ils peuvent le mettre dans le chat aussi. Mais c'était le premier qu'on faisait en oncologie. Et notre souhait, c'était vraiment de servir au réseau aussi. C'était la première fois qu'on mesurait des PROMs et des PREMs en temps réel pour améliorer la trajectoire. Et on va aussi vous parler de comment on a développé les premiers tableaux de bord VBHC. Karine? Donc, je veux juste remettre en place, je sais qu'il y a quelques personnes qui ont déjà entendu parler là, de ce projet-là. Je veux juste vous rassurer, ça vaut la peine que vous restez parce que après 3 ans d'implantation, on s'est quand même permis, on s'est quand même permis de partager certaines réflexions, analyses qu'on a faites, pistes de solutions. Donc, on a vraiment décidé de bâtir cette présentation-là à partir de ce qu'on a fait, mais d'ajouter un peu là, où on en est rendu aujourd'hui également. Donc, la présentation, oui, c'est sur le projet de cancer colorectal spécifiquement, mais au centre de cancer, Seagull, on a décidé de vraiment prendre plus un virage value-based healthcare, puis de déployer de façon plus importante, je dirais, les soins axés sur la valeur. Donc, pour organiser les soins axés sur la valeur, on a vraiment décidé d'y aller de façon le plus, je mets ça en guillemets, le plus simple possible et suivre les étapes, les 11 recommandations là, qui ont été écrites là, dans la Bible des soins axés sur la valeur. Pour commencer, on a essayé de tout implanter en même temps, de vraiment effectuer ce virage-là. Honnêtement, le projet était relativement très ambitieux, mais ça a valu la peine parce qu'on s'est vraiment imprégné à tous les niveaux. Puis ça nous a permis quand même d'avancer rapidement puis d'apprendre à travers ça, à travers tous les fronts. Donc, je vais y aller là, je ne vais pas y aller ici avec l'explication pour chaque
étapes, mais je vais y aller là, au fil de la présentation. Donc, on peut avancer à la prochaine. Donc, c'est probablement quelque chose que plusieurs d'entre vous savent déjà, mais je veux réitérer l'importance de bien définir la condition médicale quand on se lance sur les soins axés sur la valeur. Souvent, on veut prendre des choses qui sont vraiment plus larges. Ma suggestion, c'est vraiment de suivre les recommandations puis d'y aller selon une condition médicale assez spécifique pour tenter d'avoir une homogénéité aussi dans la clientèle, puis une certaine homogénéité dans la trajectoire. Là, vous pouvez me dire, Karine, le cancer colorectal, c'était quand même complexe. Vous avez raison, mais il existait quand même une certaine base pour le cancer colorectal de façon transversale, ce qui nous donnait quand même des idées. Donc, le point de départ, initialement, on avait décidé d'y aller avec le début, avec le diagnostic, malgré, c'était un choix déchirant, mais on voulait être capable de progresser rapidement aussi, d'avoir des gains pour l'équipe et tout le monde, savoir où on s'en allait là-dedans. Donc, on a fait un peu le sacrifice là, de toute la prévention et l'investigation. Puis maintenant, aujourd'hui, 2-3 ans plus tard, l'équipe a senti de l'UPI qu'on était prêt à intégrer toute la prévention et l'investigation. C'est ce qu'on a fait. Donc, maintenant, je suis contente de dire que tous les soins de première ligne ont intégré notre UPI, ce qui nous permet d'avoir vraiment un arrimage sur tout ce qui est dépistage du cancer colorectal. Donc, tout le monde travaille dans cette direction-là et on travaille également là, à améliorer l'investigation de cette clientèle-là. Bien entendu, on suit déjà, là, il y a plusieurs guidelines tant au Programme québécois de cancérologie là, que les recommandations là, internes, mais ça nous permet une intégration des différentes directions à travers la trajectoire. Et on a décidé de y aller jusqu'à la fin de la trajectoire. L'organisation, la mise en œuvre d'une unité de pratique intégrée. Donc, c'est plus qu'une équipe interdisciplinaire ou multidisciplinaire telle qu'on la connaît. On va vraiment aller chercher l'imputabilité à travers la trajectoire sur l'équipe de soins. Donc, on essaie d'ouvrir les vases clos d'imputabilité de secteur pour réellement aller chercher de l'imputabilité sur c'est quoi mon résultat patient à la fin de ça. Parce que le cancer, il continue tout le temps, même si l'étape précédente n'a pas bien performé. C'est tout le monde qu'il faut qu'il travaille pour que le patient ait la meilleure trajectoire puis les délais les plus courts possibles. Donc, c'était vraiment notre philosophie. Le cancer, il n'arrête pas, peu importe que le patient soit en investigation ou en attente de traitement. Il faut tous travailler ensemble et être imputables ensemble du résultat. Donc, dans l'organisation de pratique intégrée, une de nos grandes apprentissages, puis là, je vais aller un peu challenger la littérature. Un des éléments qui est vraiment critique, c'est bien entendu le partenariat médical qui sont cruciaux dans l'implantation d'une unité de pratique intégrée. Cependant, dans la littérature, on ne parle pas beaucoup du rôle essentiel des infirmières. Puis, je voulais vous apporter aujourd'hui que le rôle de la pratique infirmière avec ses 17 activités réservées, je ne vais pas passer à travers tous les détails, mais il y en a 2 qui sont vraiment cruciales pour la prise en charge des patients, puis vraiment la capacité d'améliorer les résultats patients, c'est l'évaluation de la condition physique et mentale d'une personne symptomatique, puis exercer une surveillance clinique de la condition des personnes dont l'état de santé présente des risques, incluant le monitorage et les ajustements du plan thérapeutique infirmier. Donc, pour toute cette clientèle oncologique et qui ont souvent plusieurs symptômes liés à la trajectoire, au traitement ou à la maladie, l'infirmière a vraiment un rôle essentiel à améliorer les résultats patients et dans le leadership de l'UPI et dans la gestion des patients pour les meilleurs résultats patients. Donc, on peut changer.
Donc, ça l'amène quoi aux cliniciens qui doivent s'impliquer tant au niveau des patients, mais aussi du leadership, parce que ça, c'est un nouvel aspect souvent qu'on demande aux cliniciens quand ils commencent à participer à une UPI, c'est développer leur leadership, d'identifier les problématiques, puis travailler intersectoriel à améliorer les situations, identifier les problématiques et identifier des pistes de solutions aussi. Donc, c'est pas, je reviens un peu sur les propos d'Eva, c'est pas juste une question de dire la hiérarchie supérieure descend le modèle de soins dans les équipes cliniques, mais c'est le rôle des cliniciens de trouver des solutions aussi, puis de ramener ça afin de s'assurer qu'on donne la meilleure trajectoire des patients. Donc, qu'est-ce que ça fait pour les gens qui travaillent dans les UPI? Vous voyez les résultats, les gens sont quand même extrêmement satisfaits de pouvoir avoir aussi une voix, d'identifier les problématiques, mais aussi de trouver des solutions aux défis de la pratique quotidienne. Là. Puis, je reviens avec la prévention, le dépistage du cancer colorectal. La partie où les équipes étaient prêtes à intégrer la première ligne, c'est venu vraiment des équipes traitantes cliniques de suggérer d'amener l'UPI avant le diagnostic pour s'assurer qu'un maximum de patients qui étaient diagnostiqués recevaient des diagnostics à des stades de cancer peu évolués. On peut passer à la diapo suivante. Donc, l'UPI en tant que tel va aller prendre en charge toute la trajectoire des patients, incluant l'éducation, l'engagement et l'adhésion et le suivi des patients à travers la trajectoire et non seulement en silo. Puis, on s'est créé une espèce de feuille de route qui avait la responsabilité à travers la trajectoire de faire quelle portion de l'enseignement pour s'assurer qu'il n'y ait pas trop de redondance, mais d'un autre côté, s'assurer qu'il y ait une certaine redondance parce qu'on le sait, c'était un moment extrêmement stressant pour les patients, leurs familles, où la capacité de rétention d'informations, des fois, peut être plus faible pour différentes raisons. Donc, on voulait s'assurer aussi qu'il y ait une redondance d'informations pour nos patients. Une redondance, mais également une suite, pas une redondance copier-coller, mais une redondance de suite. Ensuite de ça, dans l'UPI, la partie qui est extrêmement importante, c'est quoi le résultat pour mes patients, puis c'est quoi l'expérience de mes patients à travers la maladie puis la trajectoire. Donc, on a implanté les Patient Reported Outcomes, donc les résultats rapportés par les patients selon la recommandation d'IHM, qui est le consortium pour les résultats rapportés par les patients. Et, bon, parfait, je m'excuse. Parfait. Donc, on va parler maintenant brièvement des résultats. Je m'excuse, je n'étais pas certaine si c'était la diapo suivante par la suite. Donc, on a implanté les recommandations de IHM. Chez nous, les patients peuvent non seulement les faire juste avant leur rendez-vous, mais également ils peuvent l'auto-déclencher s'ils ont besoin ou s'ils ont le désir de faire une auto-évaluation. Donc, maintenant, là, je m'excuse, les chiffres ne sont pas très, très à jour, là, mais on est rendu à plus que 500 patients qui ont fait juste pour le cancer colorectal et pour toutes les trajectoires en cancérologie confondues, on est environ à 6 000 résultats rapportés par les patients. Donc, ça nous permet quand même, là, à ce niveau-ci, de faire une évaluation puis mettre en place, oui, de façon clinique, certaines améliorations, mais on est vraiment rendu à une étape d'intégration dans notre stratégie organisationnelle, là, de vraiment pouvoir se doter d'indicateurs, pas juste de processus, mais d'amélioration de résultats patients. Puis là, pour ceux qui sont familiers avec l'exercice d'Ocean Canary, où
on identifie là, notre stratégie organisationnelle et de direction. Ça fait partie maintenant non seulement de l'implantation, mais aussi de l'amélioration de nos indicateurs. Donc, on va pouvoir vraiment prioriser l'amélioration des résultats patients à travers l'organisation. Puis, comme vous le savez, historiquement, on avait beaucoup d'indicateurs de processus dans nos organisations de santé. Là, on essaie vraiment en cancéro, puis dans toute notre organisation, de voir des améliorations de résultats patients à la fin de l'exercice. Est-ce que mon patient a vraiment une valeur ajoutée à avoir reçu les soins puis la trajectoire? Donc, l'autre étape de savoir c'est quoi la perspective de nos patients, c'est les résultats d'expérience patient. Donc, pour notre centre de cancéro, on est environ là, à près de 1000 questionnaires de répondus. Puis comme vous voyez, nos résultats étaient quand même excellents. Puis, ce qui m'a permis ou ce qui m'a apporté une certaine réflexion sur les résultats en arrière de ça. Personnellement, je trouvais que nos résultats étaient vraiment presque trop bons. C'était presque un rêve d'avoir des résultats aussi exceptionnels. Ça fait que je me suis dit, oui, il y a la partie commentaires des patients qui ont l'opportunité d'écrire des commentaires, mais je voulais aller voir c'était quoi la vraie expertise des patients. Puis là, je vais vous donner un exemple de Monsieur Dr. Wallace et Elisabeth Theisberg, qui est très intéressant, qui m'a vraiment parlé, puis je voulais vous le partager aujourd'hui. Comme exemple, ils disent historiquement, pour ceux qui ont quand même quelques années, il y avait des téléphones avec un fil. On avait tous un téléphone avec un fil. Si les compagnies téléphoniques avaient fait un sondage pour voir si les téléphones fonctionnaient bien, puis si on l'appréciait, je pense que de façon générale, la réponse aurait été du résultat, l'expérience aurait été excellente. Personne n'aurait pensé de dire, mais ça ne me convient pas un téléphone avec un fil. Je préférerais avoir un cellulaire avec lequel je peux me promener partout et avoir accès à Internet. Donc, c'est juste un parallèle qui donne pour dire, bien, le patient, lui, il a sa perspective des soins qu'il reçoit, puis il se base souvent sur les capacités relationnelles des cliniciens parce qu'ils prennent en prérequis que le système puis que les gens, les cliniciens sont compétents. Donc, on a décidé d'aller pousser ça puis d'identifier ou de demander des patients partenaires qui avaient un intérêt de partager leur expérience. Puis, on a mis sur pied des focus groups de façon régulière qu'on les rencontre, les patients, pour qu'ils nous parlent à cœur ouvert des soins. Puis je vais vous dire, c'est une expérience qui doit être, qui est très, c'est très, faut être très humble dans ces rencontres-là parce qu'on réalise que même si on a des résultats d'expérience patient de 90% et plus, à la fin de ça, il y a quand même beaucoup d'améliorations dans notre système de santé qu'on peut faire quand on prend la perspective des patients. Puis ça met en perspective nos priorités organisationnelles puis nos priorités de projets d'amélioration quand on se met à écouter les patients. Pas juste dans un questionnaire, mais également, je m'excuse Eva, pas juste dans les questionnaires, mais vraiment de façon qualitative, qu'est-ce qu'ils disent. Donc, c'est un peu ce que je disais, l'effet de gratitude envers les soignants et les attentes qui sont modestes, le contexte émotionnel fort, comme j'ai parlé. Troisièmement, le risque de surestimation, la satisfaction n'égale pas le besoin non comblé. Donc, ce n'est pas parce que les patients nous disent qu'ils sont extrêmement satisfaits maintenant que leurs besoins sont 100% comblés. Puis, je fais une parenthèse pour ceux qui ont des intérêts sur les soins axés sur la valeur. Il y a une excellente étude de cas qui a été faite par... là, je m'excuse, son nom m'échappe.
une hématologue en Colombie-Britannique, Eva. Shannon Jackson. Exactement. Dr. Shannon Jackson de Providence Health à Vancouver. Exactement. Merci beaucoup, Eva, qui parle justement des besoins non comblés, d'un projet qui est parti des besoins non comblés, mais non identifiés aussi de la clientèle qui est extrêmement satisfaite déjà des soins reçus. Donc, je pique votre curiosité, allez voir ça, c'est très, très intéressant. Donc, on ne peut pas parler des soins axés sur la valeur sans parler de la partie financière. Donc, la partie du coût, comme on le sait, évaluer le coût sur une trajectoire avec nos systèmes informatiques présents, c'est un défi. Puis, on s'est quand même mouillé à faire cet exercice-là. Puis là, je veux saluer là, toute la contribution de la direction de la qualité au CCOMTL qui a extrêmement contribué à cet exercice-là. On a fait l'exercice, bien que imparfait et on le présente avec toute humilité, parce qu'il manque quand même beaucoup d'exclus. Tout le salaire médical, les médecins, ce n'est pas inclus. Le coût des médicaments, ce n'est pas inclus. Et même les cliniques externes, malheureusement, ne sont pas inclus, mais on voulait quand même avancer dans cette direction-là. Puis, on a calculé le coût moyen pour les patients qui étaient admis avec les cancers colorectals qui venaient dans nos services de santé à l'hôpital général juif. C'était environ 23 281. Donc, oui, ce n'est pas parfait, mais au moins, on a parti quelque part. Puis là, à partir de maintenant, on grandit là-dessus. Puis, je veux aussi apporter un autre recommandation philosophique d'Elisabeth Teisberg qui dit souvent de commencer quelque part, de ne pas attendre que ça soit parfait. Puis c'est pour ça aujourd'hui que je vous le présente de façon très humble. On est parti de quelque part, on est probablement à l'étape 2 de 10 pour atteindre vraiment une culture et une philosophie complètement ancrée sur les soins axés sur la valeur. Mais je pense qu'il faut partager chaque étape qu'on fait, les défis puis nos apprentissages pour qu'on collectivement, on grandisse de ça. Donc, on a bâti, bien entendu, un tableau de bord, des soins axés sur la valeur avec certains indicateurs qui nous tiennent à cœur, notre équipe de l'UPI a identifié comme prioritaires. Donc, il y a certains indicateurs préchirurgicaux, donc la cessation du tabagisme, la consommation, il y a une erreur, il y a un petit typo. La consommation d'alcool, le traitement de l'anémie. Ensuite de ça, dans les résultats rapportés par les patients, il y a les niveaux de la détresse, les indicateurs cliniques, donc le taux de survie 5 ans, les complications, puis le nombre de transfusions post-chirurgie. Comme vous voyez, il y a certains quand même indicateurs qui sont plus de processus, mais c'était une première étape, on s'est lancé, puis notre souhait, c'est que ça évolue vraiment vers des indicateurs de résultats rapportés par les patients. Bien entendu, l'expérience patient. Ensuite, la partie ERAS, on a fait des sessions de formation. Donc, on s'assure que nos patients retiennent l'information au plus possible et l'information pour améliorer leur propre prise en charge aussi. Parce que dans les soins axés sur la valeur, le patient, c'est pas juste un acteur à côté de l'équipe multidisciplinaire, mais il doit vraiment faire partie du processus décisionnel, je dirais administratif ou clinical. Donc, c'est pour ça que nos patients sont très impliqués dans la priorisation de nos projets, pas juste à la dernière étape qui vérifie, voir si ça convient, mais même au départ dans l'évaluation de c'est quoi les problèmes ou les défis, je dirais, puis les solutions apportées, mais également dans leur propre prise en charge avec l'auto-soin, puis leur capacité de prendre en charge leur propre santé à travers la trajectoire. Ensuite de ça, comme je le disais, il y a certains éléments là, de délai et de coût dans la mesure de notre capacité. Donc, un autre de nos grands apprentissages à travers l'implantation de l'UPI, c'est la gestion du changement. Puis je tenais vraiment à en parler de façon plus
précise aujourd'hui parce que c'est quelque chose qu'on avait, je dirais, sous-estimé l'impact initialement. Puis je dis tout le temps, on grandit à partager nos succès, mais on grandit aussi à partager nos défis. Donc, on avait sous-estimé le défi de la gestion du changement. Puis on avait beaucoup investi ou on avait réfléchi du moins là, dans la gestion du changement avec le personnel. Parce que c'est sûr qu'il y a eu beaucoup de changements. On s'entend, là, on vit dans une mouvance, l'évolution de la pratique clinique. Donc, il y a toujours un scepticisme du personnel, il y a toujours des problèmes techniques ou la qualité des données qui est un défi, le manque de ressources humaines ou financières, les difficultés de coordination interservices. Il y a tout le temps des obstacles au changement. Puis, on a vraiment voulu essayer d'avoir un leadership, pas juste des gestionnaires, mais aussi des cliniciens. Il y a la gestion du changement avec les cliniciens, mais il y avait la gestion du changement aussi avec nos patients puis leurs familles, ou qu'historiquement, ils faisaient partie de l'équipe. Mais là, on leur demandait non seulement de faire partie de l'équipe dans le sens qu'ils devaient prendre une décision pour leurs soins, mais vraiment de participer de façon active à répondre les résultats rapportés par les patients. Puis il fallait démystifier puis accorder une valeur à ce qu'elle allait dire aussi. Donc, c'était toute une gestion du changement qu'il fallait planifier avec les patients et leurs familles. Donc, nos apprentissages, c'est que les soins axés sur la valeur, c'est des soins complexes, adaptatifs et non linéaires, qu'il n'y a pas seulement un modèle unique, mais un processus itératif, comme je le dis souvent, en combinant une vision stratégique et l'expérimentation locale, donc clinique. Et puis, la durabilité dépend de l'intégration des soins axés sur la valeur dans la culture quotidienne des cliniciens, mais également des patients et de leurs familles. Donc, les facteurs de réussite qu'on a identifiés, comme je le disais, là, je vous l'ai dit de façon un peu informelle, mais là, je suis un peu mes diapos, là. Donc, le leadership mix combiné, le top-down et le bottom-up pour les équipes. Ensuite, on va avoir un engagement du personnel. La formation est cruciale. Je vous dirais qu'initialement, on a commencé, il y avait relativement peu d'expertise, même dans le leadership, dans les équipes cliniques. Puis on s'est vite rendu compte à quel point c'était important de former nos gens pour que tout le monde ait le même vocabulaire, puis la même priorisation aussi. Tout le monde marche dans la même direction, la même vision, le même paradigme. Ensuite de ça, avoir une certaine infrastructure des données. On le sait, là, nos systèmes informatiques, il y a de la place pour l'amélioration, mais on a quand même certaines capacités, puis il faut capitaliser là-dessus. Avoir un tableau de bord, au moins pour nos PREMS puis nos PROMs, ça nous permet d'avoir une perspective plus globale, puis pouvoir, de façon stratégique, prioriser certains endroits. Avoir des ressources dédiées, entre autres, certains temps, c'est sûr que c'est un défi. On est tous pris dans des multiples demandes de patients, mais je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée de libérer certains cliniciens pour 1 heure par semaine pour qu'ils puissent s'asseoir ensemble à travers la trajectoire pour parler, oui, des patients, mais aussi des potentiels d'amélioration. Je crois beaucoup que c'est comme ça que le système de santé va s'améliorer. Puis, avoir une culture d'apprentissage puis d'humilité. Aujourd'hui, je vous ai partagé plusieurs apprentissages qu'on a fait, plusieurs erreurs. Je pense qu'en collaborant, oui, à l'interne, mais à travers la province, à travers le pays, puis même de façon internationale, on va pouvoir capitaliser sur les apprentissages collectifs pour améliorer ce qui compte vraiment pour nos patients. Merci beaucoup, Karen.
Donc, si vous avez déjà entendu parler de ce projet-là, si vous voulez tous les détails, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas rentré dans les détails de ce qu'on a fait, c'est dans le rapport que Ariane-Hélène Fortin vous a mis dans le chat. Vous pouvez aller voir tous les détails. Mais aujourd'hui, on voulait vraiment revenir sur qu'est-ce qu'on a appris, qu'est-ce qui est intéressant de partager avec tout le monde. Et donc, on veut un peu vous parler de ces recommandations-là qu'on a et aussi qu'est-ce qu'on a accompli depuis la fin officielle de ce projet qui se voulait un projet de démonstration et pas un projet pilote. Je parle souvent d'une maladie, en anglais ça se dit mieux, là, it's pilotitis. C'est la maladie de faire juste des pilotes là, qui vont à nulle part, qui tourne, puis une fois que l'argent est fini, ça s'arrête, puis ça ne se met pas à faire des petits, puis à être mis à l'échelle. Alors, nous, on voulait vraiment que ça soit un projet qui mobilisait, puis le titre, merci Geneviève. Alors, c'est vraiment, on a pensé à ça, puis on veut vraiment que ça serve au système, puis que ça inspire aussi. Donc, nos recommandations, c'est avant de commencer, tu sais, des fois, il y a des gens motivés, il y a des gens qui sont plus motivés que l'autre, là. C'est vraiment important que les équipes et l'organisation aient un certain niveau de maturité en termes tu sais, on fait une évaluation de le niveau de préparation ou d'aisance des équipes pour faire ce genre de projet-là. Donc, est-ce qu'ils mesurent déjà des résultats rapportés par les patients? Est-ce qu'ils se travaillent vraiment en équipe intégrée ou est-ce qu'ils sont juste des intervenants qui travaillent en silo, même s'ils sont tous différents, ils regardent chacun une pièce de l'éléphant. Donc, c'est d'assurer de vraiment pas commencer en faisant du VBHC partout, mais de regarder comment, avec où on peut commencer pour avoir des quick wins, là, pour avoir des éléments de succès qui peuvent inspirer les autres aussi. On veut aussi commencer en identifiant les indicateurs et les résultats qui sont pertinents. Quels sont les outils technologiques et informatiques qui existent? Puis on sait qu'aujourd'hui, c'est un peu controversé, là, mais on n'a pas besoin d'avoir tout parfait, un système. On n'a pas besoin d'attendre des pics, par exemple, pour déployer les soins de santé axés sur la valeur. On peut déjà commencer avec ce qu'on a. C'est extrêmement important et non seulement important, mais ça assure le succès puis la pérennité d'une transformation quand on implique les patients partenaires, les familles et les associations de patients qui peuvent vraiment mobiliser l'ensemble des acteurs et qui peuvent aussi contribuer à réellement, en fait, le système de santé, si on veut qu'il donne de la santé et pas juste des services de santé, on doit valider et travailler avec les patients pour comprendre quels sont leurs besoins. Les patients, ils ne veulent pas, contrairement à ce qu'on pense, un buffet ouvert là, de tous les soins et services possibles en santé. Ils veulent juste être en santé puis ils ne veulent pas avoir besoin d'aller à l'hôpital. Donc, ils veulent utiliser moins de ressources. Ils veulent juste être en santé. Et pour le comprendre, bien, on doit vraiment travailler avec les patients partenaires. Puis, il y en a dans tous les centres de cancérologie maintenant au Québec. De prendre le temps de bien communiquer les changements de pratique aux usagers, aux professionnels. Souvent, la communication, il y a tellement qu'on peut faire avec la communication, puis quand on ne le fait pas, il y a des impacts importants sur la gestion du changement. Donc, vraiment, de prendre le temps pour communiquer le pourquoi on change les pratiques, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça implique pour moi, pour vous, etc. Former les champions internes, on en avait déjà au début quelques-uns, mais ce n'était pas suffisant. Ce qu'on a appris et ce qu'on va faire dans la prochaine itération, c'est vraiment de prendre plus de temps pour former ces champions internes et travailler étroitement avec les champions externes. Ça nous avait énormément aidé. On avait informé le bureau du ministre de la Santé. On avait informé régulièrement l'INES et le Programme québécois de cancérologie, juste pour que tous les parties prenantes clés externes soient aussi au courant. C'est important de documenter les processus et les résultats. Tantôt, j'ai vu une question par rapport aux coûts. Là. Les coûts, c'est encore en mouvance. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que ce genre de projet, quand on travaille étroitement aussi avec des collaborateurs externes, comme dans le réseau, bien, on peut dire, écoutez, nous, quand on mesure, il manque vraiment des éléments. On voudrait calculer les coûts mieux, mais voici ce qu'on peut faire avec les ressources limitées qu'on a, avec les outils qu'on a. Comment on peut travailler ensemble pour
élaborer une meilleure façon de mesurer le coût sur toute la trajectoire de soins. Donc, ça, c'est encore en cours. Puis, comment ils l'ont mesuré au début, c'est pas la manière qu'on le mesure aujourd'hui. Puis, ça va être encore mieux l'année prochaine. Puis, il y a vraiment des conversations intéressantes avec les gens qui sont maintenant à Santé Québec pour le financement axé sur le patient et le CPSS, le coût par parcours de soins, et les différents départements de qualité à travers les centres hospitaliers. Et finalement, ben, dès le début, on doit planifier la pérennité du changement. Donc, comme je vous dis, pourquoi j'aime pas la pilotite aiguë ou chronique, c'est plutôt une pilotite chronique, là, quand on fait juste des projets pilotes qui vont nulle part. Bien, dès le début, on doit penser, OK, si on veut que ça soit mis à l'échelle, qu'est-ce qu'on doit faire? Qui on doit impliquer? Dès le début, on avait prévu de répliquer ce modèle-là en cancer du poumon à l'IUCPQ à Québec. Pour que les gens ne puissent pas dire, ouais, on sait bien, l'hôpital juif, ils ont bien des moyens. On sait qu'ils sont fantastiques, mais ça ne s'applique pas dans le reste du Québec. Bien, c'est pour ça qu'on avait prévu dès le début de prendre ça, de le tester à l'hôpital juif en cancer colorectal et de le répliquer en cancer du poumon à l'IUCPQ à Québec avec une autre équipe, avec une autre culture, avec vraiment des ressources différentes en termes de TI, mais pour démontrer que ça se fait, puis que ça se fait bien, puis que c'est bon pour le système, c'est bon pour les patients. Donc, de planifier de la pérennisation. Un autre élément important, ça a été, en fait, on était vraiment contents, puis je dois donner beaucoup de crédit à Karine là-dessus. On a réussi à que les soins de santé axés sur la valeur se retrouvent vraiment dans le plan d'action du programme québécois de cancérologie. Donc ça, on était extrêmement contents. On a aussi, puis Karine participe avec moi dans plusieurs communautés de pratique canadiennes, internationales. On a gagné un concours aussi pour la coopération France-Québec où on fait vraiment une communauté de pratique entre la France et le Québec sur le VBHC en oncologie. Donc, la semaine prochaine, on sera là avec le CHU de Québec également qui collabore pour échanger les pratiques. Pour Value Catalyst, c'est une communauté de pratique internationale. Donc, l'hôpital juif, avec ce projet-là, il représente, et ça et d'autres choses qu'ils font en soins de santé axés sur la valeur, il représente le Canada. Et on a 7 pays, 10 hôpitaux différents qui sont en train d'implémenter les soins de santé axés sur la valeur à grande échelle et où on est en train d'échanger des meilleures pratiques. Et celui ici, en bleu et jaune, ça, c'est une communauté de pratique qu'on a lancée ici au Canada. Donc, les gens intéressés sont invités à participer. Donc, avant de finir puis de prendre des questions, je pense que je vais juste enchaîner, Karine. Je pense qu'on doit vraiment remercier toute l'équipe incroyable. Ça, c'est l'équipe de l'hôpital juif et l'équipe qui a vraiment contribué à que ça se fasse, incluant des associations de patients, des patients partenaires. C'était vraiment un grand, grand travail. Et vous allez peut-être dire, ah, c'est bien beau, comment vous avez fait ça, le gouvernement et mon hôpital ne me laisserait jamais faire un projet comme ça. Bien, c'est vrai. C'est vrai. On a c'était un partenariat public-privé un peu où on a eu des subventions sans condition pour transformer le système. Donc, on a eu des partenaires qui voulaient vraiment nous aider à faire ce projet-là complètement différent. Et c'est ce que ça fait. Notre condition, c'était, vous nous dites pas quoi faire, puis nous, on veut vraiment partager ça avec tout le système. Et ils étaient très d'accord. Donc, si vous n'avez pas déjà téléchargé le rapport, le code QR est là. Et là, on aimerait vraiment prendre des questions puis échanger avec vous sur tout ça. Alors, on peut ouvrir des questions. Merci beaucoup. Merci, merci, un grand merci. Beaucoup d'informations et vous avez déjà débuté en mode autonome à répondre à certaines des questions. Donc, la première était sur le calcul des coûts. Là, vous avez mentionné effectivement qu'il faut travailler avec les équipes du CPSS, des gens qui sont aussi maintenant du côté de Santé Québec. Clairement, le calcul des coûts de nos trajectoires n'est pas une chose simple ni aisée. Je passerai peut-être à une autre question. Je n'y vais pas dans l'ordre parce qu'il y en a qui se recoupent et qu'on va poser juste après celle-ci. Comment, en fait, vous avez réussi à obtenir auprès des administrateurs on parlait ici de ressources pour être en mesure de mesurer les résultats et les impacts. On a un petit bout de réponse, mais bon, qu'en est-il aussi du soutien de l'organisation et de la légitimation de ce projet-là, de la priorisation et tout?
peut-être que je peux me lancer un peu, Eva. C'est sûr que dans l'organisation, il y avait quand même un intérêt à soutenir des projets innovants de soins axés sur la valeur pour lesquels le patient a vraiment une valeur ajoutée. Donc, j'étais quand même chanceuse d'évoluer dans cet environnement-là. Je vais vous dire par contre, même si j'avais cette opportunité-là, puis il y avait un petit peu de financement pour se partir, parce que l'objectif, ce n'était pas d'ajouter des ressources sur du long terme. L'objectif, c'était on se construit un projet initial pour soutenir quelque chose qui va être intégré sur le long terme dans les équipes cliniques, des équipes cliniques, mais je dirais les équipes au sens large, tant de leadership que clinique. Donc, puis là, je vous dis, là, on a commencé ça, là, et ça fait quand même plusieurs années. Ça fait quand on a commencé ça, c'est pas compliqué. Le langage n'était même pas là, là. On parlait des langages différents. Donc, je vous dirais, là, d'adapter le projet, d'écouter c'est quoi les besoins des gens, d'écouter c'est quoi les priorités des gens de votre organisation, puis d'aller voir s'il y a des choses là-dedans qui peuvent faire un lien avec les soins axés sur la valeur, puis répondre à des besoins. On ne se le cachera pas, là, les soins axés sur la valeur, là, ça répond à un grand besoin. C'est dans le plan stratégique prioritaire de Santé Québec. Là, dans ce cas-ci du ministère, nous, le projet était dans le fond en oncologie. Donc, ça répondait à certains indicateurs également du plan de cancérologie. Donc, on s'était assuré aussi d'aligner nos priorités des soins axés sur la valeur de façon stratégique avec les demandes ou les besoins tant du ministère, on ne se le cachera pas, il faut que toutes nos priorités soient bien alignées. Donc, qu'est-ce qui est en Santé Québec, le ministère, la haute direction, puis qu'est-ce qui est la priorité clinique, doit être tout aligné pour prioriser ce type de projet-là. Donc, n'hésitez pas à bien écouter c'est quoi les projets de l'organisation, vous arrimer avec ça parce qu'il y en a des opportunités. Peut-être qu'une partie des soins axés sur la valeur, un des 11 éléments, ça ne va pas être la priorité pour votre organisation, mais c'est correct. Laissez-vous pas décourager par ça. Priorisez ce qui est important pour l'organisation, puis allez-y par ça. Puis vous allez voir, vous allez avoir des résultats, une étape à la fois, un pas à la fois. Ouais, puis j'ajouterais, Karine, que c'est un très bon conseil d'arrimer avec les priorités organisationnelles du ministère de Santé Québec, du programme de cancérologie dans notre cas, mais ça pourrait être d'autres choses, de l'INES, etc. Mais j'ajouterais que c'est un peu l'enjeu de l'œuf et la poule, parce que je vois la question de Sylviane Forget qui dit comment on peut, auprès des administrateurs, avoir des ressources dédiées cruciales pour la collecte des traitements des données. En fait, c'est l'œuf et la poule parce que nous, on a démontré qu'il y avait une valeur, qu'on pouvait mieux utiliser les ressources limitées, que ça avait un impact positif sur les patients. Et ensuite, c'est plus facile de dire, mais finalement, ça ne peut pas juste être un projet pilote. On doit pérenniser ça parce que finalement, c'est gagnant-gagnant pour le patient, pour le système, pour l'hôpital, pour les professionnels de la santé parce qu'on a démontré que leur satisfaction au travail était aussi très, très bonne quand on travaillait comme ça. Mais c'est l'œuf et la poule dans le sens que si on n'avait pas eu des partenaires financiers qui nous aidaient, ben le système, tu sais, c'est comme on ne sait pas ce qu'on ne sait pas, fait qu'on imagine que ce qu'on fait, c'est correct, puis on est cynique par rapport au fait que ça va avoir un impact. Fait que tant et aussi longtemps qu'on ne l'a pas démontré, bien, on n'y croit pas. Donc, il y a un peu l'enjeu de l'œuf et la poule, mais avec des gens très motivés, avec des financements pour des projets de démonstration, ça peut aider, puis même si on commence très, très petit. Mais je vais arrêter là parce que je vois que Denis a un commentaire ou une question. Oui, on a plein de questions dans le clavardage. On a une main levée aussi. Je vais juste enchaîner avec des questions du clavardage. Je reviens à Denis tout de suite après. Il y a plusieurs personnes qui se questionnent sur la collecte des données auprès des patients. Donc, de quelle façon? On demande aussi de quelle plateforme, quel soutien des TI à propos de ces plateformes-là aussi.
Je peux peut-être donner une réponse très rapide, puis Karine, si tu as des choses à ajouter. C'est très important de savoir que notre position est agnostique des plateformes, OK? On a commencé avec Qualtrics parce que c'était ce qui existait déjà à l'hôpital Juif. Mais ça pourrait être d'autres choses. Dans notre projet à l'UICPQ, ce sera avec l'IM Santé. Ça pourrait être avec un autre. En fait, c'est peu importe ce que tu mesures, l'idée, c'est de mesurer la même chose dans tous les établissements. Idéalement avec le même questionnaire. C'est pourquoi, dans notre rapport que vous avez à télécharger, là, on a mis exactement quelles questions on a utilisées pour être très transparent, pour que les autres puissent juste le répliquer, au moins en cancer du poumon. Donc, la plateforme, ce n'est pas tellement important. Ce qui est important, c'est que ça soit partagé avec les équipes et que les patients, puis je pense que Karine et son équipe ont fait un travail incroyable de sensibiliser les patients au pourquoi ils devraient le remplir. Ce n'était pas juste une affiche, ce n'était pas juste les infirmières qui en parlaient. Il y avait multiples touch points, il y avait même une vidéo qui expliquait pourquoi c'est bon pour la prise de décision partagée. Donc, tout ça, ça fait que finalement, il y a plus de patients qui en parlent. Et maintenant, ben, je ne sais pas, Karine, tu peux peut-être ajouter, là, mais je trouve que cette manière-là de vraiment encourager tout le monde à en parler, ça fait une grosse différence. Mais l'important, ce n'est pas tellement la plateforme, c'est de simplifier et aussi de ne pas poser toutes les questions du monde, mais de poser les questions sur lesquelles vous allez agir. Donc, pas un questionnaire de 60 minutes que personne ne va remplir, mais un questionnaire de 8 à 12 minutes sur lesquels chaque question, vous pouvez améliorer la vie des patients. Vous pouvez changer la trajectoire, vous pouvez mieux utiliser des ressources. Parce que poser des questions pour poser des questions, là, c'est de la recherche. Ça peut être intéressant, mais nous, on essaie vraiment d'améliorer la pratique clinique puis d'améliorer les résultats pour les patients. Donc, juste pour finaliser la réponse sur l'outil informatique qu'on utilise, effectivement, c'est Qualtrics. On a décidé d'y aller par Qualtrics initialement parce qu'on voulait quand même une certaine agilité, parce qu'on manquait d'expertise sur c'était quoi la meilleure façon. Donc, on voulait avoir cette capacité-là. On a décidé de mettre dans notre tableau de bord les PRAMs et les PROMs. Et juste pour spécifier, notre tableau de bord, ce n'est pas pour un suivi de patients, mais c'est pour avoir des résultats macro pour voir où se situent de façon macro nos éléments de détresse, etc., de qualité de vie de nos patients pour pouvoir orienter nos décisions et cliniques et stratégiques. Et nos tableaux de bord sont partagés avec nos cliniciens et également avec nos patients. Donc, si vous allez en clinique d'oncologie aujourd'hui au Seagull Cancer Center, vous allez voir les résultats rapportés par les patients qui sont collectés et l'expérience patient. Donc, on est très transparent avec nos patients de dire, bien, si vous avez des traitements contre le cancer, bien, voici l'état de la situation sur certains éléments. On avait une question spécifique et ensuite, je vais prendre la main de Denis Chenevert, justement sur comment vous travaillez avec ces tableaux de bord-là. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des mécanismes, des rencontres, comme une fois que vous avez les tableaux de bord, comment vous les utilisez? Oui. Donc, là, l'utilisation du tableau de bord, là, je vais dire notre vision générale, là, c'était de démocratiser l'information qui était là. Donc, ce n'est pas aux gestionnaires, aux supérieurs seulement d'accéder à ça. Nos tableaux de bord, là, tous ceux qui veulent avoir accès et qui ont un intérêt, on leur partage les tableaux de bord. Vous savez qu'on trouve ça important. Puis là, on est à cette étape-là. Là. On veut vraiment que les cliniciens possèdent les indicateurs, puis les résultats rapportés par les patients de façon générale pour pouvoir orienter leur pratique. Là, présentement, ils ont accès, mais on n'oriente pas nécessairement la pratique vers ça pour intégrer dans la prise de décision partagée. Ça va être vraiment notre prochaine étape. Mais on est parti d'avoir un tableau de bord. Présentement, au niveau des cliniciens, les gestionnaires ont tous accès, on les consulte de façon régulière. On partage les résultats dans nos UPI. Après ça, maintenant, on fait un petit journal des résultats rapportés par les patients selon la modalité de traitement qu'on partage avec
certaines équipes cliniques, là, par exemple, en radio-oncologie, en traitement systémique, pour que les gens aient une perspective là-dessus. Et puis, sont partagés avec nos patients puis nos familles. Donc, on essaie vraiment de démocratiser le tableau de bord puis que les gens puissent prendre possession de ces chiffres-là pour orienter leur pratique. J'espère que ça répond à la question. Denis Chenevert. Merci beaucoup, Karine et Eva. C'était vraiment intéressant comme présentation. Je me questionne beaucoup sur les modalités de co-création de ces dynamiques basées sur la valeur. C'est-à-dire, vous avez soulevé l'importance que l'ensemble des différentes parties prenantes, des différentes trajectoires composant les UPI doivent collaborer, échanger. Il y a des rencontres périodiques pour être capable d'assimiler les points de vue. Comment on fait dans ces rencontres pour s'assurer de garantir la sécurité psychologique des différents intervenants en sachant souvent que dans les rencontres pluriprofessionnelles, celui qui est en haut de la hiérarchie a souvent beaucoup plus de place et d'espace de parole que celui comme le préposé ou je ne sais pas trop qui dans l'équipe qui souvent se sent un peu intimidé par la capacité d'exprimer son point de vue et jugé par rapport à ce qu'il a à exprimer. Donc, comment on assure ça? Et deuxième volet, comment vous avez réussi à libérer les médecins pour qu'ils puissent y participer? C'est la question qui tue ce midi. En toute transparence, c'est certain que la libération médicale, là, ben, c'est comme n'importe quel clinicien, il faut le prioriser. Puis, il y a toujours un défi initial là, de l'inertie, de débuter un projet. Surtout, là, on en parle beaucoup des soins axés sur la valeur, là, mais il y a 4 ans, quand on a débuté, là, c'était moins tendance. Là. Les gens, il y avait moins de vision de où on s'en allait. Là, maintenant, on parle des soins axés sur la valeur. Tout le monde a entendu parler. Tout le monde connaît certains projets qui ont fonctionné. Donc, il y a déjà une espèce de buy-in. Initialement, on n'avait pas ça. Puis, ça a été un défi de faire ça de façon transversale. L'équipe médicale aussi, là, je ne vous le cacherai pas, de prioriser ça versus des patients. Mais on était capable au fil du temps, d'avoir le buy-in médical. Il y a certains médecins aussi qui se sont accrochés à certaines priorités aussi pour leur pratique, qui faisaient beaucoup de sens pour eux. Puis, en toute transparence, l'UPI, notre vision, c'était de ne pas arrêter l'UPI parce qu'il manquait quelqu'un. On travaille tous ensemble, on est tous là, on fait notre maximum pour avancer, mais on se rend compte quand même si la physio ne peut pas être là, une rencontre, même si le médecin ne peut pas être là, une rencontre, parce que l'idée de ça, c'est de faire reposer les résultats sur l'équipe de l'UPI, pas juste une personne qui est là ou qui n'est pas là. Puis comme je l'ai dit au début de la présentation, on s'est rendu compte que les infirmières peuvent jouer un grand rôle de leadership et clinique. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'était plus au niveau... je m'excuse, j'ai comme un blanc là tout d'un coup. La sécurité psychologique des... Pardon? La sécurité psychologique des oui, la sécurité psychologique. Oui, la sécurité psychologique, je vais vous dire, là, il y a différentes choses. Là. Les gens, de façon générale, l'expérience des gens qui siègent à l'UPI est très bonne. Puis le défi, c'était de développer une autre habilité de leadership. Puis c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher chez les gens, d'identifier les problématiques puis de les remonter. C'est vraiment encouragé. D'un, c'est valoriser dans l'équipe. La deuxième stratégie qu'on a adoptée, c'est d'avoir un plan clair avec des individus qui se doivent de développer leur leadership puis de prendre en charge certains éléments. Donc, dans notre pays, là, on a un plan clair de c'est quoi le plan d'action pour la prochaine année. Puis, dans toutes les personnes responsables, il n'y a pas un élément que la personne responsable, c'est moi. Chacun a sa responsabilité, puis a son leadership. Puis, même dans le leadership,
on évolue aussi là-dedans. La rencontre a lieu même si je ne suis pas là. Et j'ajouterais une autre petite chose, c'est que ce travail dans une unité de pratique intégrée, c'est très important qu'on bâtisse cette collégialité, cette solidarité, qu'on est tous là pour un objectif commun, puis qu'on n'est pas là pour juger un individu ou une spécialité, mais que vraiment on est là pour améliorer, pour travailler comme système de santé apprenant, là, pour utiliser les données, pas pour juger, mais vraiment pour s'améliorer en groupe. Puis c'est ça qui fait que l'expérience des professionnels est vraiment meilleure. C'est ça qui valorise puis qui améliore la sécurité psychologique parce qu'on n'est pas là pour dire que tel ou tel médecin n'a pas fait sa job, mais au contraire de dire comment on peut t'aider. Comment ça se fait que toi, tes patients ont plus de complications? Bien, on va t'aider. Puis qu'est-ce qu'on peut faire pour être là pour toi? Tu sais, c'est vraiment une approche différente qui, au contraire, bien, que va vraiment renforcer puis améliorer la sécurité psychologique des professionnels. Puis c'est pour ça que c'est important de mesurer l'expérience, oui, des patients, mais aussi des professionnels de la santé. Puis encore une fois, c'est l'œuf et la poule. On peut dire que les soins de santé sont bons, les soins de santé axés sur la valeur sont bons pour le système de santé et les professionnels, mais là, on doit le démontrer, puis c'est ce qu'on est en train de faire pour vraiment dire que ce changement-là est souhaitable pour les patients en premier, mais aussi pour les professionnels et pour le système. Donc, c'est gagnant, gagnant, gagnant pour tout le monde. Fait que je pense qu'on a parler un peu plus longtemps que d'habitude, mais on pourrait parler de ça toute la journée. Alors, on vous remercie. Merci, Karine. Merci à tous d'avoir participé à ce séminaire. On vous attend au prochain séminaire le 25 novembre prochain. Dominique Groux de l'hôpital Montfort va venir parler d'une approche qui donne des résultats, donc l'expérience de l'hôpital général Montfort. Donc, je vous invite à tous pour ce prochain séminaire. Donc, merci beaucoup de votre participation et bonne fin de journée. Plaisir. Merci.